Rio est un orphelin victime d'intimidation qui vit dans les bidonvilles parce que ses parents ont été mystérieusement assassinés. Cependant, lorsqu'une déesse spirituelle lui accorde des capacités magiques, il s'entraîne comme Goku pour devenir maîtrisé et détruire ceux qui lui ont fait du tort. Tout commence lorsqu'un gars nommé Haruto se rend à l'université dans un bus. Maître Kun dit de ne pas le faire aujourd'hui et l'envoie rencontrer Dieu. Pendant ce temps, un garçon fragile nommé Rio se réveille dans les bidonvilles d'un autre monde avec les souvenirs d'Haruto mystérieusement transférés dans son cerveau. Rio a du mal à comprendre ce qui lui arrive, surtout lorsqu'il se souvient de son entraînement aux arts martiaux pour devenir un Sigma Chad, pour ensuite se faire baiser lorsque son béguin d'enfance tombe amoureux d'un autre gars, femme. Rio commence à penser que la fièvre l'a amené à Loulou, mais à ce moment-là, une bande de voyous entre et lui dit de se laver parce qu'il sent les fesses de Ronaldo. Frère, en sortant, il commence à manger des baies pour apaiser sa faim tout en s'adaptant au tas de souvenirs. Cependant, il se dit qu'il est toujours Rio, un orphelin survivant dans les bidonvilles qui a pour mission de venger sa mère. À ce moment-là, il voit des filles en robe blanche et l'une d'elles, nommée Vanessa, lui demande sévèrement s'il a vu une fille aux cheveux violets. Rio hésite à leur parler, car elles ressemblent aux épouses d'un cheikh de Dubaï. Ouais, je n'en ai pas. Cependant, quand l'une d'elles nommée Célia pose poliment la même question, Rio dit qu'il ne l'a pas vue. Il dit également à Célia que ce n'est pas en sécurité ici, parce qu'elle se démarque comme un pouce endolori dans sa robe fantaisie. Les filles décident donc de revenir habillées en roturière. Avant de partir, Célia utilise un sort pour détecter toute présence magique dans la zone, seulement pour voir que le corps de Rio déborde d'énergie magique, ce qui signifie qu'il a le potentiel pour devenir un mage. Ensuite, Célia récompense généreusement Rio avec une pochette pleine de pièces en guise de paiement pour son aide. Alors, Rio cache rapidement la pochette dans sa poitrine et rentre chez lui en courant. Dès qu'il entre, il est poignardé en plein cœur par un homme masqué, mais la pochette à monnaie bloque le couteau. Il regarde alors autour de lui et voit tous les voyous morts. Mais alors que l'homme masqué s'approche à nouveau de lui, Rio se heurte à un mur. Alors qu'il fait face à une mort certaine, un esprit magique apparaît devant lui et promet de lui apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques. Elle lui prend ensuite le visage et lui dit de se souvenir de ce sentiment, qui fait briller son corps juste avant qu'elle ne l'embrasse et ne disparaisse. Après cela, Rio se transforme soudainement en Bruce Lee, utilisant les compétences qu'il a acquises dans ses souvenirs pour désarmer facilement l'homme masqué et l'assommer. Il voit alors quelque chose bouger dans un sac et l'ouvre pour trouver une fille. Après qu'il ait retiré le ruban adhésif de sa bouche, elle le supplie de l'emmener au château. Mais lorsqu'elle voit les cadavres gisant dans la pièce, elle s'évanouit. Réalisant qu'elle est la même fille que Célia recherchait, il décide de la porter au château. Mais Vanessa et les autres le repèrent dehors. La plus jeune, Christina, le frappe au visage et l'accuse d'avoir trompé la princesse. Œil latéral grandiloquent. Rio lui attrape la main et essaye de s'expliquer, mais Vanessa sort son épée et lui dit de la lâcher. Elle lui ordonne alors de l'accompagner au château et de s'expliquer auprès des fonctionnaires, et Rio n'a d'autre choix que de s'y conformer. Peu de temps après, les gardes du palais royal encerclent son hangar et retiennent le ravisseur. À ce moment-là, un homme louche nommé Rhys prend une étrange pilule rouge et le ravisseur tombe mystérieusement et meurt. Pendant ce temps, Rio est emmené dans la chambre de torture où il rencontre Charles, le vice-capitaine des gardes royaux. Charles demande à savoir pourquoi il a kidnappé la princesse. Mais quand Rio nie, Charles commence à le battre comme une pinata. Pendant ce temps, la princesse Flora se réveille dans ses appartements et pose immédiatement des questions sur Rio. Vanessa lui dit que Rio fait l'objet d'une enquête car il est soupçonné de l'avoir kidnappé. Alors Flora explique qu'il l'a réellement sauvé et souhaite le voir. Entre-temps, Charles a transformé Rio en purée de pommes de terre, mais Rio continue de nier toute implication dans l'enlèvement. À ce moment-là, Célia et Vanessa débarquent et sont horrifiés de voir Rio dans cet état. Charles est fier de ce qu'il a fait. Mais quand Vanessa lui dit que Rio a réellement sauvé la princesse, c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il s'était levé. Charles commence à transpirer à grosses gouttes et quitte nerveusement la pièce. Célia utilise alors un sort de guérison sur Rio et après quelques heures, il se réveille dans un lit confortable, Célia à ses côtés. Lorsqu'il réalise qu'elle lui a sauvé la vie, Rio la remercie d'avoir pris soin de lui, mais Célia s'excuse pour ce qu'il a enduré. Rio demande alors ce qui va lui arriver et Célia révèle qu'il aura une audience avec le roi. Peu de temps après, Rio est amené dans la salle du trône et le roi l'inscrit à l'Académie royale de magie pour le récompenser d'avoir sauvé la princesse. À l'académie, Rio dit à Célia qu'il ne sait ni lire ni écrire, alors elle lui demande de venir à son bureau après les cours pour du tutorat. Elle entre ensuite en classe tout en expliquant que la plupart des étudiants ici sont des bébés de fonds fiduciaires. Voici l'argent. Et il ne l'aime peut-être pas beaucoup. Après avoir pris le cours, elle le présente aux autres et leur demande d'être gentil. Mais certains étudiants le regardent déjà comme s'il figurait dans les dossiers Epstein. Une fois que Rio salue tout le monde, un garçon impertinent nommé Alponsk se moque de lui parce qu'il vit dans les bidonvilles et tout le monde se moque de Rio. Ignorant cela, Rio prend place et Célia commence le cours, écrivant des questions de mathématiques au tableau pour que tout le monde puisse les résoudre. Elle ensuite à Rio d'y aller doucement puisque c'est son premier jour. Mais les autres recommencent à se moquer de lui parce qu'il est analphabète. Nous vivons dans un monde maléfique. Une fois le cours terminé, Rio se dirige vers le bureau de Célia et frappe à la porte. Elle ouvre rapidement la porte et lui dit sévèrement de lire le panneau « Ne pas déranger ». Mais lorsqu'elle voit Rio venu suivre des cours particuliers, elle sourit et l'invite à entrer. Après son entrée,
il voit plusieurs livres éparpillés dans la pièce, ce qui la gêne. Elle saute alors les livres et lui fait de la place. Mais Ryo est choqué de lire autant malgré son apparence si jeune. Là-dessus, elle lui dit qu'elle a le même âge que lui. Mais son cerveau fonctionne à plein régime. Alors elle a sauté de nombreuses années et est devenue professeure. Alors qu'ils commencent à étudier, Ryo résout toutes les questions facilement, ce qui choque Celia. Mais cela lui vient facilement car il a les souvenirs d'Haruka, qui fut un brillant étudiant universitaire dans sa vie. Lorsque Celia lui demande comment il connaît les mathématiques, il dit qu'il les a appris de sa défunte mère. Mais parler d'elle le rend triste. Pour lui remonter le moral, Celia lui prépare du thé puis lui demande comment s'est passée sa journée. Malgré les signaux d'alarme évidents, Ryo dit que tout va bien puis lui demande de lui prêter quelques livres élémentaires pour qu'il puisse apprendre ses lettres. Ensuite, il rejoint la classe pour un entraînement au combat, et quand le professeur remarque que Ryo est en bonne forme, il lui demande de s'entraîner avec lui. Pendant qu'ils s'affrontent, tout le monde s'arrête pour regarder le duel. Ryo adopte la position qu'il a apprise des souvenirs d'Haruto et se jette sur le professeur. Après quelques oscillations, il s'adapte rapidement et parvient à échapper à la défense du professeur, ce qui choque tout le monde. Cependant, Alphonse appelle cela un hasard et se convainc que Ryo est dans une forme épouvantable. À la fin du duel, le professeur loue les compétences de Ryo et lui dit qu'il a la capacité d'être un chevalier. Mais Ryo dit poliment qu'il n'a aucun intérêt. Plus tard, Celia le trouve en train d'étudier à la bibliothèque et il dit qu'il veut réussir aux examens. Même lorsque Celia dit qu'il n'a pas besoin de passer des examens, Ryo insiste sur le fait qu'il veut faire de son mieux. Quelques jours plus tard, après avoir passé son examen, Ryo part voir de nombreux étudiants se promener, ce qui lui donne un flashback de la mémoire d'Haruto. À ce moment-là, tout le monde commence à bavarder à son sujet, alors il se dirige vers la bibliothèque pour réfléchir à ce souvenir. Il se souvient qu'Haruto avait le béguin pour une fille nommée Mahiru. Mais lorsque ses parents ont divorcé, Haruto a quitté la ville et a été séparé d'elle. Des années plus tard, il a revu Mahiru à l'université, mais elle a ensuite disparu et n'est jamais retournée à l'école. Actuellement, Ryo est furieux de savoir pourquoi il a des souvenirs contradictoires, et il se convainc que c'est lui qui doit venger sa mère. Quelques jours plus tard, les résultats de l'examen sont publiés, et tout le monde est choqué de voir que Ryo a obtenu le meilleur score aux côtés de la princesse Christina. Voyant cela, Alphonse commence à se disputer avec Ryo en déclarant qu'un humble roturier comme lui ne devrait pas respirer le même air que Christina, et encore moins avoir le même score qu'elle. Il accuse Ryo de tricher aux examens, mais Christina elle-même dit au simple de reculer car il n'a aucune preuve. Après cela, l'agitation prend fin, mais quand Ryo remercie Christina, elle dit sévèrement qu'elle ne l'a pas fait pour lui avant de s'éloigner. Plus tard, il se rend au bureau de Celia qui est heureuse d'avoir obtenu le score le plus élevé, mais elle craint également que les autres ne le dérangent encore plus après cela. Il dit qu'il y est habitué, mais elle dit que cela montre un mauvais caractère de la part du noble. Ryo lui demande si cela lui est arrivé aussi, et elle admet que les autres étaient jaloux, mais elle les a simplement ignorés parce qu'elle avait des amis. À cela, Ryo dit qu'il ira bien aussi, car il a aussi une amie en la personne de Celia, ce qui la fait rougir. Quand elle s'énerve, il lui demande s'il préfère la voir comme une enseignante, mais Celia dit timidement qu'elle est d'accord avec le fait d'être amie, même si elle espérait qu'il la renverserait sur la table et la ferait craquer. Quand Ryo commence à la taquiner, elle s'énerve et le traite de Sushi Baka, espèce de Sushi Baka. Il lui demande alors si elle l'aidera s'il a des ennuis, et elle dit qu'elle enfouira son visage dans sa poitrine pour le réconforter. Cependant, Ryo plaisante en disant qu'elle a une planche de surf sur la poitrine, ce qui la fait rire. 5 ans plus tard, lors d'un entraînement au combat, le professeur convoque Alphonse et son acolyte Stuart pour un tournoi d'exhibition. Il nomme également Ryo, mais Alphonse n'est pas content qu'un roturier participe à un tournoi nocturne. Plus tard, Celia souhaite le meilleur à Ryo et espère qu'il sera repéré par les chevaliers, mais Ryo dit qu'il n'est pas intéressé. Elle remarque alors qu'il a grandi, mais il plaisante en disant qu'elle est toujours de mauvaise qualité, ce qui la frustre. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fera après l'obtention de son diplôme, Ryo répond qu'il partira en voyage parce que c'est difficile pour lui de travailler ici. Ne voulant pas qu'il parte, Celia lui propose un poste d'assistant car son bureau est super bien rangé avec lui. Ryo refuse gentiment, lui rappelant qu'elle sera bientôt mariée à un noble et qu'avoir un roturier dans son laboratoire ne sera pas bon pour elle. Quand elle dit qu'elle n'a pas l'intention de se marier, il répond qu'elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle s'énerve en pensant qu'il pense qu'elle est trop hachée pour marquer. Ryo lui dit rapidement qu'elle est belle et cela la fait rougir fort. Elle demande alors où il ira et il dit qu'il ira à Yagumo, la patrie de ses parents. Quelques semaines plus tard, le tournoi nocturne commence. Et alors que Ryo se dirige vers son match, Alphonse lui dit de ne pas perdre, sinon il lui fera mal paraître aussi. Ignorant cela, Ryo entre dans l'arène et voit que son adversaire est Charles, le même homme qu'il a torturé il y a des années. Depuis lors, Charles a été rétrogradé au rang de chevalier ordinaire pour ce qu'il a fait. Alors, quand il précipite Ryo pour se venger, Ryo le désarme facilement et remporte le duel. Cette nuit-là, Charles s'enivre avec Riz, qui se révèle être l'ambassadeur de l'Empire mandataire. Lorsque Charles lui dit que Ryo est le même gamin soupçonné d'avoir kidnappé la princesse, Rice en prend note.
Le lendemain, Celia attend Ryo pour célébrer sa victoire, mais elle le suit jusqu'au fond de l'école pour voir une fille lui remettre une lettre d'amour, ce qui la rend jalouse. Cette nuit-là, elle retourne à son bureau et lit les projets de 3e cycle de chacun, mais Ryo c'est la seule dont le papier est vierge. Cependant, elle se souvient du moment où il lui a dit qu'il voulait visiter la patrie de ses parents, Yagumo. Le lendemain, en classe, Celia annonce qu'ils apprendront la magie de la foudre pour approfondir leur compréhension du contrôle de la magie. Le garçon Wuxi, Alphonse, à l'arrière, dit avec désinvolture que tout le monde peut utiliser la magie de la foudre, sauf Ryo. Et Stuart ajoute qu'il n'est pas juste que tout le monde apprenne quelque chose qu'il sait déjà grâce à un seul élève. En entendant cela, Celia leur demande à tous les deux de montrer leur sort de foudre et ils produisent un petit orbe de lumière. À cela, Celia leur dit qu'ils sont de celles occasionnelles et décide de montrer à tout le monde la vraie affaire. Elle commence par fermer tous les rideaux, puis produit plusieurs orbes de lumière dans toute la classe, qui explosent et font pleuvoir des étoiles. Alors que tout le monde regarde avec admiration, Celia sourit à Ryo, laissant entendre qu'elle le soutient. Ryo admet qu'il ne peut pas utiliser la magie, mais ce qu'il peut faire, c'est imiter le flux de magie, ce qui lui permet de copier des sorts comme Kakashi a copié Jutsus. Après le cours, Stuart s'approche de Celia et essaye de la faire revivre. Mais quand Ryo passe à côté de lui, il accuse au hasard le pauvre garçon de tripoter les étudiantes. Il qualifie même la victoire de Ryo dans le tournoi de hasard, mais Ryo n'est pas d'humeur à discuter avec un idiot avec une drôle de tête. Il accepte donc tout ce que dit Stuart. Chez lui, Celia lui dit d'agir comme un noble et d'arrêter de lancer des accusations sans fondement. Alors il accepte de reculer, mais pas avant d'avoir dit à Ryo qu'il le surveillerait de près pendant l'entraînement. Flora regarde tout cela en arrière-plan et elle se sent mal pour Ryo parce qu'il est traité pire qu'un immigrant en Amérique. Christina lui dit qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer avec Ryo, mais Flora se sent toujours mal car elle ne l'a toujours pas remercié de lui avoir sauvé la vie. Plus tard, les étudiants se réunissent pour un stage en plein air où ils seront testés sur leur maîtrise des exercices militaires. À ce moment-là, Alphonse annonce qu'ils traverseront la forêt et atteindront le point marqué. Et même s'ils ont jusqu'au coucher du soleil, il veut y arriver avant midi. La princesse Rohanna pense que cela pourrait être impossible car la forêt est surpeuplée. Mais Stuart révèle qu'il a utilisé ses relations militaires pour leur faire marquer l'itinéraire le plus facile. Rohanna dit que c'est comme tricher, mais Alphonse dit que l'information est essentielle pendant les guerres et qu'ils utilisent simplement l'outil à portée de main. Il essaye même de faire participer Christina, mais elle lui dit de faire ce qu'il veut. Alors qu'ils sont sur le point de partir, Stuart dit à Ryo de porter leur sac puisqu'il est inutile de toute façon, et Ryo accepte calmement. Voyant cela, Flora demande s'il a besoin d'aide, mais Ryo lui dit gentiment de ne pas s'en inquiéter. Malgré cela, Flora dit à Christina qu'elle ne peut pas laisser les autres traiter Ryo de cette façon, mais une escouade de gobelins apparaît soudainement. Alphonse dit à ses garçons de rester calmes et d'utiliser la magie d'amélioration, après quoi, les garçons éliminent tous les gobelins par eux-mêmes. Alors qu'Alphonse félicite ses garçons, il remarque que Ryo regarde dans la direction opposée et lui dit de se concentrer. À son insu, Ryo remarqua la présence de Riz dans la forêt. Et pour cette raison, Riz décide de tester ses capacités. Alors que l'équipe continue son voyage, elle arrive au bout de la falaise, ce qui laisse Alphonse confus. Avant qu'il ne sache quoi faire, ils sont pris en embuscade par un groupe d'orques qui lancent des lances dans leur direction. Stuart est gratté par l'une des lances et heurte Flora, la faisant glisser du bord. Ryo le remarque et saute immédiatement après elle, utilisant la magie pour la propulser vers la falaise pendant qu'il tombe dans la forêt en contrebas. Alors que les orques continuent d'attaquer, Alphonse guide l'avant-garde et les mages dans une formation, leur permettant de vaincre les orques pendant que Christina soigne les blessés. Pendant ce temps, Ryo utilise la magie du vent pour atterrir en toute sécurité. Et pendant qu'il se demande comment il a acquis cette magie, il entend les élèves se disputer ci-dessus. Apparemment, une fille a vu Stuart tomber sur Flora, mais Stuart reproche à Ryo de l'avoir poussé vers Flora. Alphonse le soutient, déclarant que Ryo a dû se suicider parce qu'il ne pouvait pas vivre avec la culpabilité d'avoir poussé Flora. Même lorsque Flora le nie, ils décident de poursuivre leur mission avant que d'autres monstres n'apparaissent. Cependant, Flora refuse de laisser Ryo derrière elle car il lui a encore une fois sauvé la vie. Mais à ce moment-là, un minotaure apparaît et Christina le frappe avec un coup de foudre. Lorsqu'il ne fait aucun dégât, Alphonse suggère d'utiliser une lance à glace, mais même cela échoue et le minotaure assomme l'avant-garde. Alors que tout le monde court pour sauver sa vie, Flora s'en prend aux blessés pour les soigner. Mais le minotaure la suit dans les bois et s'apprête à la manger. Heureusement, Ryo arrive à la dernière seconde et lui tranche le bras, disant à Flora de prendre le blessé et de courir vers lui. Ryo combat ensuite le minotaure de front et après avoir paré ses frappes comme s'il maîtrisait Sekiro, Ryo se précipite dans les airs et balance son épée, le vainquant d'un seul coup. Il voit alors Christina et Rowena apparaître dans la forêt, alors il part tranquillement avant que quiconque ne le voie. Pendant tout ce temps, Riz a observé de près et est impressionné par les pouvoirs de Ryo. Il remarque également les cheveux noirs de Ryo et se demande si ses parents sont venus ici de la région de Yagumo, ce qui lui permettrait d'utiliser les arts spirituels. Plus tard, à l'académie, Celia se rend au bureau du principal Gracha pour remettre un rapport, mais elle entend le duc Huguenot parler de Ryo. Gracha dit que Ryo a disparu, et Flora lui a raconté toute l'histoire, mais Huguenot ne veut pas que son nom de famille soit entaché, et veut blâmer Ryo pour l'incident. En entendant cela, Celia est choquée et se demande ce qui est arrivé à Ryo. Plus tard,
Alors qu'elle est dans son bureau, Ryo apparaît soudainement et elle court dans ses bras. Après s'être assurée qu'il va bien, Ryo lui raconte tout ce qui s'est passé et elle est frustrée qu'il ait été faussement accusé même s'il n'a rien fait de mal. Ryo dit que ceux qui ont le pouvoir décident de ce qui est bien ou mal. Et même s'il combattait cela devant le tribunal, personne ne l'écouterait car il n'est qu'un simple citoyen. Celia se sent déçu de ne pas pouvoir l'aider, mais il la remercie gentiment en lui disant qu'il lui doit la vie. Il ajoute qu'il voulait la voir avant de partir et elle se rend immédiatement compte qu'il va à Yagumo. Celia est triste de ne pas pouvoir le voir obtenir son diplôme, mais il promet de lui écrire des lettres en utilisant son pseudonyme Haruto. Après cela, ils se disent au revoir et Ryo dit qu'elle le reverra avant de partir, ce qui fait pleurer Celia. 3 jours plus tard, Ryo atteint le royaume voisin de Galerque et apprend avec soulagement qu'il n'est pas un criminel recherché dans ce royaume. En route vers la ville animée d'amandes, Ryo regarde autour du marché mais sent soudain quelqu'un le suivre. Il se dit que ce n'est rien mais que quelqu'un le suit vraiment. Alors qu'il continue, il voit un commerçant vendant des pâtes et cela attire son attention car les pâtes sont un plat qu'il ne connaît que grâce au souvenir d'Haruto. Le commerçant lui dit que leur gouverneur Liselotte l'a inventé, et quand il en prend d'une bouchée, cela le ramène au souvenir d'Haruto, lui faisant se demander si Liselotte venait du même monde qu'Haruto. Cependant, il l'écarte à nouveau, car il veut voir d'où viennent ses parents. Il demande ensuite au commerçant où il peut se procurer des nouilles, alors l'homme le guide vers la guilde des marchands Rika. Une fois sur place, il aperçoit un autre commerçant vendant des petits pains à la viande, ce qui le rend nostalgique. En entrant dans la guilde, il est choqué par l'architecture moderne, mais l'un des serveurs lui demande d'enlever son arme et sa capuche. Après qu'il ait coopéré, elle se présente comme Lot et l'emmène dans la guilde. Ensuite, alors que Ryo est dans la salle d'attente, Lot apporte tous les articles qu'ils ont achetés pour son voyage et lui demande s'il a besoin d'une voiture. Mais Ryo dit qu'il l'apportera puisqu'il est un garçon Sigma. Elle note ensuite qu'il est déjà habitué au thé noir, et Ryo dit que c'est parce qu'il en prenait avec un ami. Lot demande alors s'il reconnaît ses feuilles, et Ryo devine qu'elles ont été importées de Lys, ce qui l'excite. Plus tard, alors que les filles préparent ses affaires, il écrit une lettre à Celia pour lui dire que tout va bien, et il lui faudra un certain temps avant d'envoyer d'autres lettres. Après cela, Ryo quitte la guilde, ne sachant pas que son assistant personnel était la gouverneure Lys Salat, elle-même déguisée. Alors qu'il continue, il trouve une fille évanouie dans la forêt et s'arrête pour la surveiller. Cependant, cela s'avère être un piège puisque la jeune fille lui tire une fléchette avant de l'attaquer. Ryo parvient à créer de la distance, mais il commence à avoir des vertiges et se rend compte que la fléchette était recouverte de poison. Il remarque également que l'embuscade est une file bête qui déclare qu'elle va lui ôter la vie. Alors que Ryo utilise un sort de guérison pour guérir le poison, elle est surprise et le précipite avec un couteau. Cependant, Ryo l'esquive habilement et parvient même à lui arracher son couteau, la faisant grimper rapidement à un arbre. Elle utilise ensuite la magie d'amélioration pour augmenter sa vitesse et lorsque Ryo la charge, elle recule et lui lance d'autres couteaux. En le voyant tous les dévier, la jeune fille est choquée et se demande comment un humain peut être aussi rapide avant de se jeter à nouveau sur lui. Après avoir échangé quelques coups, Ryo remarque qu'elle est trop concentrée sur son couteau. Alors il la tire pour une attaque et lui attrape le bras avant de l'écraser au sol. Après cela, il la désarme rapidement et la cloue au sol. Et la fille se met soudain à pleurer en pensant qu'il est sur le point de glisser sa carte virtuelle. À cela, Ryo utilise un sort pour l'endormir, lui permettant de retirer toutes ses armes et de l'attacher. Il remarque un collier de soumission autour de son cou, alors il se souvient d'un sort qu'il a lu une fois et qui annule l'effet du collier. Lorsqu'il utilise ce sort sur elle, le collier se détache soudainement et la jeune fille est soudainement frappée par une vague de souvenirs. Il s'avère qu'il y avait une petite fille nommée Suzune qui était dans le même bus qu'Haruto, dont les souvenirs ont été transférés à la bête Latifa après l'accident. De plus, Latifa était une esclave offerte à Stuart, et il l'a traitée durement et l'a torturée même avec un collier. Se souvenant de tout cela, Latifa se réveille et tente de se libérer. Mais quand Ryo lui dit d'arrêter de résister, elle lui obéit pensant qu'il va la torturer aussi. Ryo lui montre alors qu'il a retiré le collier autour de son cou et que personne ne lui fera plus de mal. Enfin libre, Latifa ouvre les yeux, mais Ryo lui dit de garder ses pleurnicheries pour plus tard et de répondre à ses questions. Il lui demande si elle connaît la personne qui lui a donné l'ordre de le chasser, mais elle répond que non. Cependant, lorsqu'elle mentionne le nom de Stuart, Ryo fait immédiatement le rapprochement, réalisant que le duc Huguenot a dû envoyer Latifa après lui pour brouiller toutes les pistes. Il demande ensuite à Latifa si elle veut toujours en finir avec lui, même si son collier a disparu, et elle dit immédiatement qu'elle n'a pas de telles intentions. En entendant cela, Ryo la laisse partir et lui dit de se diriger vers l'est où vivent d'autres demi-humains avant de continuer son voyage. Cependant, elle continue de le suivre en disant qu'elle n'a rien à faire et qu'elle ne veut pas être seule. Quand Ryo dit qu'elle devrait éviter les humains parce qu'ils l'ont sauvée, Latifa dit qu'elle sait qu'il est différent. Cependant, Ryo lui lance un regard froid qui lui donne des frissons dans le dos. Ryo dit alors qu'il n'est pas en colère contre elle car elle ne faisait que suivre les ordres, mais il n'y a aucune garantie qu'elle ne l'attaquera plus. À cela, Latifa lui demande de lui mettre le même collier autour du cou en le suppliant de l'emmener avec lui car elle ne veut pas être seule. Finalement, Ryo se plie et lui permet de marcher avec lui et elle le suit joyeusement à travers la
la forêt. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent pour déjeuner et Rio lui prépare un sandwich qu'elle avale en pleurant parce qu'elle n'a pas mangé de bonne nourriture depuis des années. Après quelques jours de voyage, ils atteignent le désert, mais lorsque Rio remarque que Latifa est extrêmement fatiguée, il décide de mettre un terme à cette journée. Cette nuit-là, Celia reçoit une lettre de Rio, et après l'avoir lue, elle espère qu'il est sain et sauf. Pendant ce temps, alors que Rio cuisine des spaghettis, Latifa reconnaît le plat, ce qui choque Rio car il ne sait pas qu'elle a aussi des souvenirs d'une autre personne comme lui. Cependant, au fur et à mesure qu'elle l'avale, il commence à soupçonner qu'ils pourraient être les mêmes. Plus tard, en dormant, Rio voit que Latifa fait un cauchemar. Alors il la blottit et elle lui dit qu'elle veut aller au Japon, ce qui le choque encore plus. Le lendemain, Latifa se réveille et est gênée de trouver Rio endormi à côté d'elle. En voyant ses cheveux noirs, elle remarque que Rio ressemble beaucoup à Haruto. À ce moment-là, Rio se réveille et elle recule, se cognant la tête contre la tige. Elle demande alors à Rio si elle peut l'appeler Onushan et Rio dit que cela ne le dérange pas. Il se sent également mal pour elle parce qu'elle a été séparée de sa famille et a fini comme esclave ici. Il est donc heureux de la réconforter. Après cela, ils continuent leur voyage à travers les terres jusqu'à ce que Rio aperçoive un arbre géant dans la forêt. Cependant, Latifa est incapable de le voir pour une raison quelconque, et Rio conclut que sa vision est bloquée par la magie. Curieux, il décide de vérifier et s'enfonce dans la forêt. Mais lorsque Latifa sent quelque chose qu'elle ne reconnaît pas, il décide d'y installer son camp. Cette nuit-là, il voit que Latifa fait un autre cauchemar, alors il utilise un sort pour la calmer. À ce moment-là, le feu de camp s'éteint, alors quand Rio sort pour vérifier, il voit un grand loup qui coule si fort qu'il l'aveugle. Désormais aveuglé, Rio est entouré de filles bêtes louches qui commencent à l'attaquer. Quand il utilise la magie pour se défendre, les filles bêtes reculent, et quand il remarque qu'elles sont des demi-humaines, il dit qu'il veut juste parler. Malgré leurs soupçons, les filles décident d'écouter ce qu'il a à dire, et leur chef, Sarah Roy, envoie Orphia et Alma enquêter sur la zone. Elle demande ensuite à Uzuma de monter la garde avant de s'approcher de Rio, et de lui dire qu'il ne devrait pas les traiter comme des demi-humains, car c'est un terme péjoratif. En entendant cela, Rio s'excuse parce qu'il ne le savait pas, mais à ce moment-là, Orphia et Alma trouvent Latifa dans la tente avec un sort de sommeil sur elle. Immédiatement, Uzuma se jette avec sa lance, et quand Sarah demande pourquoi elle a attaqué, Uzuma dit que c'est parce que Rio a kidnappé l'un des leurs. Maintenant blessé, Rio utilise un sort pour se soigner, mais Uzuma continue de l'attaquer, ce qui rend Rio confus. Lorsqu'il l'accuse d'enlèvement, Rio dit que c'est un malentendu car il l'a amené ici pour que les bêtes puissent l'emmener. Cependant, Uzuma refuse d'écouter et continue de l'attaquer. Alors qu'il recule, Alma utilise un sort pour verrouiller ses pieds et Uzuma le frappe avec de la magie, ce qui l'assomme. Uzuma se retrouve alors flottant dans l'eau et un esprit apparaît devant lui. Elle l'appelle Haruto et quand il lui demande pourquoi elle est ici, elle dit qu'elle est connectée à lui. En prenant son visage dans ses mains, elle dit qu'elle lui appartient, mais leur temps est écoulé, il doit donc se réveiller. Après sa disparition, Rio voit le visage du béguin d'Haruto. Et alors qu'il lui tend la main, il se réveille et se retrouve entouré d'Orphia et d'Alma. Immédiatement, Latifa court dans la pièce pour le serrer dans ses bras et se met à pleurer, car elle le pensait mort. Elle remarque alors que Rio est changé sur le lit, et quand Sarah et Uzuma arrivent, elle leur lance un regard mortel pour avoir blessé son Onichan. À ce moment-là, l'ancienne du village, Ursula, arrive et s'excuse auprès de Rio pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu. Après cela, Usama se met à genoux pour s'excuser de l'avoir attaqué. Suivi par les autres filles, Rio dit que tout va bien parce que c'était juste un malentendu, mais Ursula promet de leur faire prendre leurs responsabilités plus tard. Elle demande alors à Orphia de le libérer. Et comme le fait Orphia, Ursula révèle que Rio rencontrera les aînés demain. Pour la nuit, Rio est leur invité, elle lui demande donc de s'installer confortablement. Après s'être reposé pour la nuit, Rio accompagne Ursula à la salle du conseil et en chemin, elle lui présente l'arbre du monde qui héberge l'esprit de leur déesse, Dryas. Rio dit qu'il a également vu cet arbre de l'extérieur, ce qui impressionne Ursula car il y a une barrière d'illusion de haut niveau qui le cache et seuls ceux qui connaissent les arts spirituels spéciaux peuvent le voir. Elle demande à Rio de qui il a appris la magie et Bro dit qu'il est autodidacte. Après cela, elle l'emmène dans la salle du conseil où il rencontre le chef du village, Sildora, et le forgeron Dominique. Lorsque Rio les remercie de l'avoir invité ici, Sildora s'excuse officiellement pour les problèmes auxquels il a été confronté et le remercie d'avoir libéré Latifa. Ils disent également qu'ils veulent faire plus, mais ils ne savent pas ce qu'un humain pourrait aimer. Rio dit qu'il veut seulement qu'ils prennent Latifa sous leur garde, et ils ont accepté avec joie puisqu'elle est l'une des leurs. Cependant, Latifa est un peu attachée à Rio, alors Ursula lui demande de rester un peu au village pour qu'elle puisse se familiariser avec les lieux. Pendant que les autres lui offrent tout ce dont il a besoin, Dominique va plus loin en lui offrant un Kuchi demi-humain. Mais Ursula dit au vieux comte d'arrêter d'être un idiot. Rio demande alors s'ils peuvent lui apprendre davantage sur les arts spirituels et les anciens acceptent de lui assigner un professeur. À ce moment-là, un esprit émerge dans la pièce à côté de Rio et les anciens du village lui font immédiatement signe de respect, l'appelant leur déesse spirituelle, Dryas.
Elle se penche ensuite vers Rio et dit qu'elle remarque un faible esprit à l'intérieur de lui. Et quand elle lui demande s'il a conclu une alliance avec un esprit, Rio répond qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle dit. Elle dit ensuite que former une alliance avec les esprits entravera sa capacité à utiliser la magie. Et Rio comprend enfin pourquoi il n'a pas été capable de lancer des sorts comme tout le monde. Curieux, Dryas demande si elle peut jeter un coup d'œil dans son âme, et quand il dit oui, elle prend son visage en coupe et rapproche son visage, ce qui le fait se sentir drôle dans sa troisième jambe. Après l'avoir vérifié, Dryas révèle qu'il y a un esprit en forme de personne à l'intérieur de lui, ce qui choque les anciens. Lorsque Dryas se rend compte que Rio n'est pas instruit sur ce sujet, elle révèle que les esprits façonnés par des personnes sont de la plus haute classe et rares. Elle dit en outre que les 6 grands esprits ont disparu pendant la guerre divine contre les démons, et que l'esprit à l'intérieur de Rio pourrait être l'un de ces grands esprits. Rio lui demande s'il a des ennuis, mais Dryas lui dit que c'est le contraire parce que les bêtes le traiteront comme leur dieu. Juste au bon moment, les anciens discutent de faire de Rio un saint du village, et il l'accepte humblement. Plus tard, Orphia l'emmène dans sa nouvelle maison, où Latifa l'accueille avec le sourire. Elle lui fait ensuite visiter les lieux, et pendant qu'il mange, il apprend que les hommes bêtes achètent une céréale spéciale qui ne pousse que dans la région de Yagumo. Ensuite, Sarah révèle qu'ils resteront dans cette maison avec lui. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Ursula arrive et lui demande la permission. Il craint que ce soit bizarre pour eux de vivre avec un humain, mais Ursula pense que vivre ensemble sera en réalité mieux pour eux, alors Latifa se familiarise avec les autres. À cela, Rio accepte de les laisser rester et leur demande d'arrêter de l'appeler monsieur. Alors à la place, il décide de l'appeler maître. Plus tard, Orphia lui apprend à utiliser les arts spirituels pour voler, et au cours des semaines suivantes, il se familiarise avec tout le monde. Puis, au début du printemps, le village organise la grande fête des esprits, et chacun prie les dieux de bénir leur récolte. Pendant ce temps, Rhys arrive dans le désert avec son subordonné, et ils entrent dans une grotte pour récupérer un œuf de wyvern. Lorsque son subordonné demande à quoi cela sert, il répond que c'est pour augmenter leur force militaire. Après cela, Rhys lui fait enrouler l'œuf autour de sa taille et ils s'envolent sur leur griffon. À ce moment-là, Rhys voit une horde de wyverns les suivre et sourit car cela fait partie de son plan. Plus tard, les gens des bêtes célèbrent le premier anniversaire de l'arrivée de Rio et Latifa dans leur village et Sildora révèle qu'ils recevront un baiser de bénédiction de Lady Dryas. Tous deux montent les escaliers où Dryas les attend et elle les bénit tous les deux avec un baiser sur le front. Après cela, ils célèbrent tous avec une fête au cours de laquelle Rio se retrouve écrasé entre Sarah, Orphia et Latifa. Orphia lui demande s'il s'amuse et il répond que oui. Cependant, comme il l'appelle toujours Miss Orphia, elle devient triste même si cela fait 1 an qu'ils ne se connaissent pas. À cela, Sarah l'entoure de ses bras. Et tandis que Rio fait de son mieux pour ne pas éclater dans son pantalon, Latifa devient jalouse et le serre si fort qu'il commence à s'étouffer. Quand Alma les rejoint, elle gronde les filles pour avoir mis Rio mal à l'aise, mais elles soutiennent qu'elles essaient simplement d'approfondir leur amitié. Rio pensait qu'ils étaient déjà de bons amis, mais les filles disent qu'elles veulent qu'il aille plus loin, et Rio accepte d'être plus amical avec elles. À cela, les filles se réjouissent et Sarah part boire une autre cruche de rhum. Les autres décident de partir aussi, et à ce moment-là, Ursula rejoint Rio et ils racontent tous les deux à quel point Latifa est très heureuse avec sa nouvelle famille. Rio dit alors qu'il est enfin temps pour lui de quitter le village, mais il sait que Latifa ne le prendra pas bien. Pendant ce temps, Rhys est dans une forêt voisine et il dit à son subordonné qu'ils camperont pour la nuit et partiront demain pour la région de Stro. Il dit également au subalterne qu'il doit inspecter la zone, alors il lui donne une pilule rouge à avaler, disant que cela l'aidera à localiser sa position. Après avoir dit au garçon de prendre soin de l'œuf, Rhys s'envole et sourit en voyant un essaim de wyverness venir récupérer leur œuf. Pendant ce temps, Rio emmène Latifa en promenade et lui demande si elle aime vivre ici. Latifa dit avec enthousiasme qu'elle aime sa vie et tout le monde autour d'elle, alors il lui dit finalement qu'il quittera le village après un certain temps. Immédiatement, son humeur change et elle dit qu'elle l'accompagnera, mais il dit qu'il ne peut pas l'y emmener car il ne peut pas garantir sa sécurité. En entendant cela, Latifa est bouleversée, alors elle s'enfuit dans les bois en pleurant. Pendant ce temps, Sarah est appelée dans la salle du conseil où Sildora lui dit qu'ils ont remarqué une réaction à l'intérieur de la barrière. Alors que Sarah se précipite en reconnaissance, Rhys arrive à la grotte des wyverns qui est remplie d'œufs et n'est pas protégée car toutes les wyverns le sont après le premier œuf. Alors qu'il utilise la magie pour voler tous les œufs, Sarah et les autres repèrent le subalterne de Rhys et le griffon à l'intérieur de la forêt. Lorsqu'ils s'approchent de lui, ils le remarquent portant l'œuf, mais le gars détache rapidement le griffon et s'en va. Uzuma lui lance des sorts pour le faire arrêter, mais Sarah remarque qu'il se dirige vers le village. À ce moment-là, une wyvern géante apparaît au-dessus du griffon et tente d'arracher l'œuf, mais elle esquive et attire involontairement l'essaim de wyvern vers le village. Immédiatement, Sarah se charge d'arrêter le griffon. Mais quand Rhys a fini de voler tous les œufs, il prend une pilule rouge et met son subordonné à plat. Voyant cela, Sarah dit à Alma d'affronter la wyvern noire. Alma demande donc à emprunter son esprit de lien pour l'aider au combat. Pendant ce temps, Latifa est dans la forêt en contrebas, toujours déprimée d'avoir été séparée de Rio.
À ce moment-là, le subalterne de Ri se rapproche d'elle, et elle le remarque à côté d'un œuf de wyvern cassé. Alors qu'il l'inspecte, la wyvern noire la trouve et perd la tête en voyant l'œuf cassé. De retour au village, Rio voit tout le monde courir. Alors, Dominique lui dit qu'ils sont attaqués par un vol de wyvern. Immédiatement, il se précipite dans la forêt pour retrouver Latifa, sans savoir que la wyvern est en train de la cuisiner. Heureusement, Alma apparaît à la dernière seconde et lui sauve la vie avant d'invoquer son propre esprit de glace et de se combiner avec l'esprit de feu de Sarah pour causer des dégâts à la wyvern. Elle frappe ensuite le monstre avec son marteau, mais celui-ci le repousse et elle s'écrase contre un arbre avant de tomber. En récupérant, Latifa se rend compte que le village va être cuit, alors elle décide de devenir un appât pour le monstre. Alma l'arrête d'abord, mais quand Latifa dit qu'elle fait également partie du village, Alma accepte de travailler avec elle. Cependant, le regret est très rapide lorsque Latifa se retrouve coincée et sur le point de se faire écraser par la wyvern. Heureusement, Rio arrive et l'écarte rapidement. Latifa s'excuse de l'avoir fui, mais il lui dit gentiment que tout va bien et lui dit de rester en retrait. Il s'envole ensuite et bat la wyvern à main nue, obligeant le monstre à lui pointer une énorme boule de feu. Rio utilise intelligemment la magie du vent pour éteindre le feu avant d'envoyer une boule d'énergie dans sa bouche et de lui claquer la mâchoire pour la faire avaler. Après l'explosion de la balle, la wyvern s'effondre et Rio remarque que toutes les petites wyverns se sont enfuies après la défaite de leur chef. À ce moment-là, les autres filles apparaissent et sont choquées d'apprendre que Rio a vaincu la wyvern à main nue, mais Rio est plus préoccupé par les blessés. Heureusement, personne n'a été blessé, mais cela les rend curieux de savoir pourquoi les autres wyverns se sont retirés. Le lendemain, Rio et Latifa poursuivent leur conversation et elle avoue qu'elle savait qu'il partirait un jour. Elle pense que c'est parce qu'elle lui cause des problèmes, mais il dit qu'elle est sa petite sœur et qu'elle ne lui pose aucun problème. À cela, elle l'embrasse, les larmes coulant sur son visage, et dit qu'elle veut être sa sœur pour toujours, dans l'espoir de le voir bientôt. Rio lui dit qu'il va à Yagumo pour en savoir plus sur ses parents. Alors, en réponse, elle décide de partager elle aussi son secret. Finalement, elle dit à Rio qu'elle s'est réincarnée dans ce monde et qu'elle vivait au Japon avant cela. Rio lui dit qu'il vient également du Japon et qu'il ne le lui avait pas dit auparavant parce qu'elle n'était pas très stable à l'époque. Il admet qu'il a des regrets dans sa vie antérieure, mais maintenant qu'il a une seconde chance, il veut s'assurer qu'il couvre toutes les bases. En entendant cela, Latifa promet de s'entraîner dur et d'attendre son retour. Plus tard, il est temps pour Rio de partir et il remercie les anciens pour tout. En réponse, Dominique lui donne une épée de mithril et une armure fabriquée à partir de la wyvern qu'il a vaincue. Ursula lui donne un sac rempli de médicaments, ainsi que plusieurs sacs de nourriture et de boissons provenant des villageois. Rio dit que c'est un peu difficile pour lui de transporter tout cela, alors Seldora lui donne un argent spatio-temporel qui peut stocker un nombre infini d'objets. Acceptant humblement les cadeaux, Rio promet de défendre le village en cas d'urgence. Et alors qu'il lui fait ses adieux, Latifa court dans ses bras. Ensuite, elle lui dit au revoir avec un sourire. Mais dès qu'il part, elle se met à pleurer. 2 semaines plus tard, Rio arrive dans la région d'Agumo et remarque que les cheveux de tout le monde sont noirs comme les siens et ceux de sa mère. Il s'approche alors de 2 filles, Seo et Ruri, et leur demande de l'emmener chez le chef du village. Ruri dit que le chef est sa grand-mère et l'emmène immédiatement chez elle. Mais Seo le regarde tenant une aubergine, souhaitant qu'elle tienne son aubergine à la place. Une fois sur place, Rory voit une vieille sorcière en colère qui se présente comme Yuba et lui demande pourquoi il est habillé de façon bizarre. Rio dit qu'il vient d'un autre pays et qu'il est venu pour découvrir quelqu'un qui vivait ici il y a quelque temps. En entendant cela, Yuba l'invite à l'intérieur et il lui dit que ses parents appartenaient à cette région il y a 15 ans. Yuba demande leur nom et il lui dit que c'était Zen et Aime, ce qui pique l'intérêt de Yuba. Elle dit alors à Sayo et Ruri de quitter la pièce, mais Sayo commence à faire la moue alors que l'intrigue devenait de plus en plus épaisse. Après leur départ, Rio continue son histoire en disant que Zen était mort avant sa naissance et qu'il a vécu heureux avec Ayumi jusqu'à ce qu'elle meure également. Elle a promis une fois de l'emmener à Yagumo, alors il est venu ici pour en savoir plus sur ses parents et construire leur tombe dans la ville où il vivait. Yuba révèle alors qu'elle connaissait ses 2 parents et qu'il leur ressemble beaucoup. Lorsqu'il demande comment, Yuba révèle que son père était son fils, ce qui fait de cette vieille sorcière sa grand-mère. De plus, elle lui dit qu'ils ont déjà des tombes pour ses parents et l'emmène au cimetière afin qu'ils puissent lui rendre hommage. Là, Yuba lui dit que Zen et Ayame ont quitté ce pays en secret pour une certaine raison et qu'ils ne reviendraient pas. C'est pour cette raison que leurs proches leur ont aménagé des tombes. Rio demande pourquoi ses parents ont dû partir, mais elle dit que ce n'est pas le bon moment pour lui et elle le lui dira plus tard. Elle lui demande également de vivre dans ce village pendant un certain temps, puisqu'il est son petit-fils, et ce serait bien d'avoir un autre membre de la famille, puisque tous ceux qu'elle connaît sont morts et qu'elle n'a que Ruri. Elle leur suggère alors de repartir. Mais quand Rio lui demande si elle est sûre qu'il vit ici, Yuba lui dit qu'il est le bienvenu à tout moment tant qu'il n'essaye pas de rendre des coups à Ruri. Alors qu'elle s'en va, Rio reste un moment près des tombes avant de rentrer, et Yuba et Ruri lui souhaitent la bienvenue. Après avoir passé la nuit là-bas, Rio se réveille et trouve Yuba travaillant dans le salon et dit qu'il veut aussi aider. À ce moment-là,
Ruri se réveille et entre nonchalamment dans le salon avec ses melons qui dépassent, mais une fois que Yuba lui rappelle qu'ils ont un homme dans la maison, elle se couvre rapidement et s'enfuit frénétiquement. Plus tard, Ryo démontre ses talents de cuisinier. Yuba lui demande donc de préparer une soupe miso, ajoutant que Sio et son frère Shin viennent également aujourd'hui. Ruri lui demande alors d'utiliser l'eau de ce pot pour le remplir chaque jour d'art spirituel, ce que Ryo trouve intéressant. Pour s'adapter à eux, Ryo crée de l'eau chaude en utilisant les arts spirituels. Et quand Ruri est surpris, il promet de lui apprendre comment faire plus tard. Peu de temps après, Seo et Shin arrivent, et Shin n'aime pas beaucoup Ryo au départ. Mais après avoir goûté sa soupe miso à se lécher les doigts, tout le monde tombe amoureux de sa cuisine. Après avoir fini de manger, Yuba demande à Shin d'emmener Ryo chez Dola. Shin pense que Ryo n'a pas le courage de devenir un chasseur parce qu'il est bâti comme un femboy, mais Yuba dit qu'il ira bien puisqu'il a voyagé dans de nombreux pays. En entendant cela, Shin dit avec enthousiasme à Ryo qu'ils partent à la chasse et que le dernier sur le terrain a un petit pep. Seo s'excuse pour le comportement de Shin, mais Ryo lui dit qu'il a 8 pouces avant de partir, ce qui la fait rougir. Quand Rory lui demande pourquoi elle l'appelait monsieur, elle devient toute timide et dit que Ryo agit comme un noble. Pendant ce temps, Ryo surpasse tout le monde en chasse et impressionne Dola, ce qui rend Shin jaloux. À la fin, Shin est incapable de chasser ne serait-ce qu'une seule proie, ce qui le fait fuir de frustration. Dola demande à Ryo de ne pas s'inquiéter pour Shin et alors que Ryo rentre chez lui, il remarque qu'il s'est fait assez sale en chassant. Il utilise ensuite les arts spirituels pour créer un bain entier et prend un bain chaud. En sortant, il trouve Sayo et Ruri dehors et ils sont impressionnés par sa création. Ruri remarque alors qu'il sent bon et demande à Ruri de renifler ses aisselles. Mais Ruri s'énerve et refuse de le faire. À cela, Sayo la rapproche de lui. Et tandis que Ruri le sent, Ryo révèle que cette odeur vient du savon. À ce moment-là, Shin arrive avec ses amis. Et quand il apprend que Ryo a créé des bains publics pour tout le monde, Shin commence à l'insulter pour avoir volé toute son aura. À cela, Sayo lui dit de se comporter. Mais quand il traite Ryo de faible, Seo attrape le bras de Ryo et dit qu'il est 10 fois l'homme que Shin sera jamais. Au cours des prochaines semaines, Ryo aide sur les champs. Et après les récoltes, Yuba lui demande de garder leur transport vers la capitale. À ce moment-là, ils entendent une agitation au bain public et Shin se disputant avec un diddler nommé Gon qui essaye de glisser la carte V de Ruri et Seo. Shin veut frapper Gon au visage, mais Ruri lui demande de faire preuve de retenue car Gon est le fils du chef du village voisin. À cela, Gon dit à Ruri qu'il est leur invité et qu'elle devrait le laisser dormir dans une chambre. Mais Shin en a assez à ce stade et lui jette la main. À cela, Gan l'attrape à la gorge, mais Yuba arrive et lui dit de laisser partir le garçon. Elle dit alors à Gan qu'il a dépassé les bornes et qu'elle ne le laissera rester que s'il ne quitte pas la maison d'hôte toute la nuit. En entendant cela, Gan décide de partir mais rencontre Ryo en chemin. Il essaye de donner un coup de pied à Ryo dans la jambe, mais Bro perd tout aura lorsqu'il trébuche et tombe à plat ventre. Cette nuit-là, Sayo passe la nuit chez Yuba et Ryo leur donne une amulette protectrice qui l'alertera de toute activité sue dans leur chambre. Pendant ce temps, Gon et Sega sont dans la chambre d'amis et il prépare définitivement quelque chose. Le lendemain, le contrôleur des impôts Saga se rend au village pour vérifier la qualité de la récolte. Et après avoir passé toute la journée avec lui, Ryo pratique ses coups d'épée le soir. Il remarque alors que Ruri et Seiya le regardent et ils sortent pour lui demander pourquoi il a commencé à apprendre les arts martiaux. Tirant une histoire des souvenirs d'Aruto, Ryo dit qu'il l'a fait pour protéger une fille qu'il aimait, mais il n'est plus en contact avec elle. Ruri lui dit de ne pas s'inquiéter car il retrouvera l'amour, faisant allusion à Ruri, ce qui l'a fait rougir. Cette nuit-là, pendant que les filles dorment, Gon finit par agir et essaie de tromper Ruri. Cependant, Seo apparaît et quand il voit Gon au-dessus d'elle, cela lui rappelle l'homme qui a tué sa mère. Rempli de rage, Ryo le jette dehors et réorganise les traits de son visage avec son poing jusqu'à ce que Saga se réveille et l'arrête. Ensuite, Ryo part prendre l'air, admettant que c'est la deuxième fois qu'il veut se suicider, ajoutant également qu'il ressemble de plus en plus à Haruto chaque jour. Le lendemain, après que Saga ait révélé que Gon avait été arrêté, Ryo s'excuse pour son comportement, mais ils lui disent tous qu'il n'a rien fait de mal, ce qui le fait se sentir beaucoup mieux. Quelques jours plus tard, les villageois chargent dans la récolte pour le transport, tandis que Gon et ses hommes sont enfermés dans une cage pour suivre les traces de Didi. Yuba remercie Saga d'avoir emmené Gon en prison et d'avoir également protégé leur transport, mais il dit qu'il ne fait que son travail. Yuba lui remet alors une lettre et lui demande de la remettre à Lord Goki, et Saga accepte de le faire. Après cela, l'équipe de transport part pour la capitale royale et Ryo, Sayo et Shin les accompagnent. À la croisée des chemins, ils se séparent de l'équipe de Saga et rejoignent la capitale royale quelques jours plus tard. Après s'être enregistrés dans un hôtel, Dola dit à tout le monde de ne pas s'éloigner, car il doit sortir pour travailler. Il demande alors à Ryo et Shin de l'accompagner, et après avoir remis Gon et ses hommes aux gardiens de la prison, il se dirige vers un restaurant local pour se rafraîchir. Là, il commande du camoutine, et Ryo est surpris car il n'en a jamais mangé auparavant.
À cela, Shin et Dolan sont ravis qu'il l'essaye, et une fois qu'il dit qu'il aime le goût, ils sont ravis. Ensuite, Shin remercie Ryo d'avoir aidé Seo, mais Ryo lui demande de ne pas en parler. Shin dit également que Seo aime Kametan et qu'il sera en colère contre lui s'il ne l'amène pas ici. Le lendemain, Ryo accompagne Seo pour faire les courses, et en chemin, Ryo demande si elle aimerait avoir du kamutine après ça. Il s'avère que Shin lui a demandé de l'emmener au restaurant parce qu'elle voulait l'essayer pour pouvoir le préparer elle-même. Mais comme il ne l'a pas fait, ils se sont battus. Ryo dit également qu'il est un bon frère et qu'il prend soin d'elle, et Seo est d'accord. À ce moment-là, il passe devant un stand d'accessoires et la dame demande à Ryo d'acheter quelque chose pour sa petite amie. Seo dit immédiatement qu'elle n'est pas sa petite amie, mais la dame lui demande quand même d'acheter quelque chose. Ryo lui demande également d'acheter quelque chose pour elle-même, alors Seo examine les marchandises et obtient une épingle à cheveux en forme de fleur rose. Quand Ryo dit que ça lui va bien, Seo se fige un instant et commence à rougir. Lorsque la dame lui indique le prix, elle décide de ne pas le faire parce que c'est trop cher, mais Ryo paye pour elle à la place. Après son départ, la dame demande à Seo de se pencher déjà pour lui, ce qui la fait rougir. À ce moment-là, il repère quelqu'un qui essaye de kidnapper une fille nommée Komomo, mais Ryo intervient rapidement et renverse l'homme. Alors que tout le monde l'applaudit, le garde de Komomo arrive rapidement. Alors Ryo remet la fille, attrape la main de Seo et disparaît de là. Il s'avère que Kumomo est la fille de Saga et il apprend de son père, Lord Gookie, la tentative d'enlèvement ainsi que de son sauveur qui a disparu après la scène. Après cela, Saga remet la lettre que Yuba lui a donnée et Gookie est choqué quand il la lit. Il demande ensuite à Saga s'il a rencontré quelqu'un nommé Ryo et Saga ne comprend pas pourquoi son père est si surpris. Pendant ce temps, Ryo et Seo reviennent après avoir mangé du kamutan et elle promet à Shin de le lui préparer à leur retour au village. À ce moment-là, tout le monde remarque qu'elle porte une épingle à cheveux et lorsqu'il lui demande comment elle l'a obtenue, Ryo décide de disperser la scène. À ce moment-là, Saga arrive avec ses parents, Lord Gookie et Lady Kayoko et ils tiennent une réunion privée avec Ryo. Ils révèlent qu'ils étaient tous deux les serviteurs de sa mère, Ayame, et qu'elle était la princesse du royaume de Kurosuki. Alors que Ryo est abasourdi, Gookie ajoute que son père, Zen, était un soldat qui excellait à la fois dans l'escrime et dans les arts spirituels. À cause de cela, il a été embauché pour garder Dame Ayame, mais elle a commencé à l'apprécier. Cependant, lorsqu'un prince du royaume voisin de Rokaren vint signer un traité de paix, il se prit d'affection pour Ayame et tenta de l'enlever. Heureusement, Zen était là pour la protéger, mais l'ambassadeur est devenu salé et a exigé l'exécution de Zen ainsi qu'un mariage politique avec Ayame. C'est la raison pour laquelle Ayame et Zen se sont enfuis. Et après toutes ces années, Gaki et Kayoko ont le cœur brisé d'apprendre qu'ils sont tous les deux décédés. Il dit également à Ryo que ses grands-parents, le roi et la reine, veulent le voir, et Ryo accepte de le rencontrer. Le lendemain, ils l'emmènent au château où il rencontre le roi Omura et la reine Shizuku. En s'asseyant, il remarque que Shizuku ressemble beaucoup à sa mère, ce qui la rend heureuse. Elle lui pose ensuite des questions sur Ayame et Zen. Alors Rin lui dit sans détour que ses deux parents sont morts. Omura veut savoir comment ils ont vécu et sont morts. Ryo dit donc que son père est mort très tôt, alors que sa mère était une personne gentille et qui avait toujours le sourire aux lèvres. Chaque jour passé avec elle était une bénédiction, mais quand Ryo avait 5 ans, elle est décédée. Ils veulent savoir comment elle est morte, mais Ryo la prévient que ce sera incroyablement douloureux à entendre. Même alors, ils insistent pour qu'il raconte l'histoire, alors Ryo révèle qu'elle a été assassinée sous ses yeux. L'homme qui lui a ôté la vie s'appelait Lucius, et c'était un aventurier qui travaillait autrefois avec Zen. Un jour, alors que je devais faire mes courses, Zen s'est présenté à la maison et lui a avalé une étrange potion. Quand je suis revenu, elle n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Mais Zen s'est tourné vers elle et l'a poignardée à mort sans pitié devant Ryo. Peu de temps après, Ryo s'est réveillé dans les bidonvilles et y a vécu pendant 2 ans jusqu'à ce qu'il sauve une princesse et soit autorisé à fréquenter une académie de magie pour nobles. La plupart des étudiants l'ont traité durement, mais il a trouvé un ami qui lui a permis de survivre facilement là-bas. Après y avoir passé quelques années, Ryo quitta l'académie et vint à Yagamo pour en apprendre davantage sur ses parents. Il admet qu'il n'éprouve aucune haine envers qui que ce soit, mais il ne pardonnera pas à Lucius et ne s'assurera pas qu'il paye pour ce qu'il a fait. Omura comprend sa douleur, mais l'avertit que le chemin de la vengeance mène souvent à la misère. Mais Ryo veut toujours venger sa mère. À cela, Omura lui demande de s'entraîner avec Gaki parce qu'il est le plus fort de tout le royaume, et le battre signifierait que Ryo est prêt. En sortant, il rencontre Kumomo et son garde Aoi, et c'est alors qu'ils apprennent que Ryo est celui qui a sauvé Kumomo. Plus tard, le duel commence et Ryo charge Gookie à grande vitesse, mais il le bloque et loue ses compétences. Après avoir échangé quelques coups, Gookie se rend compte que Ryo est le personnage principal. Alors il sort son mouvement ultime, un coup aérien contre Ryo. Cependant, Ryo utilise les arts spirituels pour le disperser et met fin au duel en beauté. Tout le monde est choqué par la défaite de Gookie et Ryo assure à ses grands-parents qu'il est prêt. Peu de temps après, il retourna au village et rend hommage à ses défunts parents, leur disant qu'il est prêt à se salir les mains. Plus tard dans la nuit, il dit à Sayo qu'il est son cousin et aussi le prince de ce royaume. Mais Ruri pense qu'il joue juste avec elle. Cependant, après que Yuba lui ait assuré qu'il dit la vérité, Ruri commence à paniquer et s'adresse à lui en l'appelant Seigneur Ryo.
À cela, Ryo lui dit de se calmer, parce qu'il ne se considère pas comme un roi et lui demande de le traiter comme elle l'a toujours traité. En réponse, Rory lui demande de l'appeler également par son nom et Ryo accepte de le faire. Ensuite, il leur dit à tous les deux qu'il quittera ce village d'ici la fin de l'année car il a quelque chose à faire. Rory demande avec impatience s'il reviendra un jour, et il répond qu'il le fera s'ils le lui permettent. Rory est ennuyé qu'il soit toujours aussi formel, et lui dit sévèrement qu'il peut venir quand il le souhaite. Elle demande alors si quelqu'un l'attend, et il leur dit qu'il va rencontrer quelqu'un qui le considère comme un frère aîné. Le lendemain, il rencontre le reste des filles et elle remarque immédiatement à quel point il est si formel avec Ruri. Elle dit que c'est parce qu'ils vivent dans la même maison, alors elle a demandé à Ryo d'être plus décontracté avec elle. Il demande si cela semble étrange, mais Seo lui dit que tout va bien, souhaitant qu'il soit également décontracté avec elle. Puis, au cours des mois suivants, Ryo continue d'aider les villageois pour presque tout et devient un membre important du village. Un jour, alors qu'il aide à planter du riz, il remarque que Seo est un peu en retard et décide de l'aider. Il lui dit alors qu'il aimerait qu'elle surveille les récoltes après son départ, mais cela la choque car c'est la première fois qu'il entend parler de son départ. Lorsqu'elle le lui demande, il confirme qu'il partira après les vendanges et elle lui demande s'il viendra souvent leur rendre visite. Ryo dit qu'il n'est pas sûr parce qu'il va loin et cela lui brise le cœur. Ses yeux sont remplis de larmes mais elle les essuie rapidement et fait semblant d'avoir quelque chose dans les yeux. Plus tard, elle rentre chez elle et s'effondre en pleurant juste au moment où Shin entre dans la pièce. En la voyant dans cet état, il soupçonne que Ryo a fait quelque chose qui lui a fait du mal, mais elle lui assure qu'il n'a rien fait de tel. Elle lui dit alors que Ryo va bientôt quitter le village, alors Shin s'enfuit pour le voir. Une fois chez Yuba, il supplie Ryo de rester au village, mais Sayo arrive et s'excuse pour le comportement de Shin avant de l'entraîner. Au fil des jours, Sayo fait semblant d'aller bien, mais s'entraîne en secret pour pouvoir supporter son propre poids. Puis le jour du festival, elle s'approche de Ryo et lui demande si elle peut passer un moment avec elle. Ryo la suit alors dans les bois où elle admet enfin qu'elle est amoureuse de lui, ce qui le choque. Il s'excuse auprès d'elle en disant qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments en partie parce qu'il part. À cela, elle lui demande de l'emmener en admettant qu'elle s'entraîne depuis des mois pour ne pas le ralentir. Ryo lui dit poliment que ce n'est pas possible, et elle se met à pleurer, lui tenant désespérément la main et le suppliant de la laisser rester à ses côtés. Une fois de plus, Ryo lui dit qu'il ne peut pas et s'en va, laissant la pauvre fille le cœur brisé. En sortant, il remarque Shin et lui présente également ses excuses. Shin va alors réconforter Seo sans savoir que le seigneur Gonki regarde tout. Cette nuit-là, Ryo dit adieu à Yuba et Rui. Et lorsqu'il atteint la frontière du village, il trouve Seo qui l'attend. Elle lui fait ses adieux avec un doux sourire, lui disant qu'elle va travailler très dur et qu'il doit donc tout donner aussi. Ryo promet qu'il le fera et dit également qu'il est heureux qu'elle soit venue et elle dit qu'elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Ensuite, Ryo retourne sur le territoire des bêtes et Latifa, maintenant adulte, court joyeusement dans ses bras. Ensuite, il dîne avec les aînés, leur racontant tout ce qu'il a appris sur ses parents, y compris ses liens avec la royauté. Soldorat demande s'il va rester cette fois aussi, et Ryo dit oui, mais seulement pour quelques mois. Latifa est triste qu'il reparte, mais il promet qu'il reviendra plus tôt cette fois. Ursula lui demande alors s'il a besoin de quelque chose, et Ryo dit qu'il veut en fait une maison portable qu'il peut stocker dans son espace-temps. Dominique accepte de lui en construire un, mais en attendant, Latifa est chargée de répondre aux besoins de Ryo. La nuit, il rentre chez les filles et les voit parler, et tout le rend nostalgique. Il note qu'elles sont toutes devenues de belles femmes, à l'exception d'Alma, qui est toujours de mauvaise qualité. Latifa lui demande alors de la rejoindre dans le bain, mais Sarah lui rappelle rapidement que ce n'est pas ce genre d'animé. Un beau matin, Ryo crie dans sa chambre, et alors que Sarah se précipite pour le surveiller, elle le trouve au lit avec un magnifique méchant aux cheveux roses. Les autres filles arrivent rapidement et sont toutes choquées de le voir dans cet état. Mais Ryo panique car il n'a aucune idée d'où elle vient. Les filles demandent frénétiquement qui est cette fille et il dit qu'il ne la connaît pas. En entendant cela, la jeune fille se réveille et révèle qu'elle est un esprit qui a conclu une alliance avec lui. Ryo se souvient que Dryas lui avait parlé de l'esprit. Alors, quand il lui demande comment ils ont conclu un contrat, elle répond qu'elle ne s'en souvient pas. Ryo se rend alors compte qu'elle est le même esprit qui est apparu avant lui quand il était jeune et lui a appris à utiliser la magie. Il ne cesse de la bombarder de questions, mais elle n'a aucun souvenir du passé. Elle n'a pas non plus de nom et demande à Ryo de lui en donner un, mais les filles remarquent qu'elle l'appelle Haruto au lieu de Ryo. Ryo promet de tout expliquer plus tard, seulement pour remarquer que l'esprit peut également lui parler par télépathie. Après lui avoir demandé de ne pas révéler son secret, il utilise des mots pour dire qu'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir à un nom pour elle. Sarah suggère alors de l'emmener chez les aînés et Lady Dryas, qui pourrait peut-être l'aider puisqu'elle est aussi un esprit façonné par une personne. L'esprit accepte de partir, laissant tomber sa serviette devant Ryo et utilisant la magie pour lui mettre de nouveaux vêtements. Désormais vêtue d'une robe blanche, elle dégage une ambiance chaleureuse et rayonnante. Alors Ryo décide de l'appeler Aishia. Après avoir emmené Aishia chez les anciens, Lady Dryas apparaît également.
et elle trouve étrange qu'Aishia ait perdu la mémoire. Lorsqu'on lui a demandé, elle dit qu'elle sait seulement qu'elle est liée à Haruto, ce qui surprend tout le monde car ils n'ont jamais entendu ce nom auparavant. Ryo explique alors qu'il est un homme recherché dans la région de Stro, il utilise donc Haruto comme pseudonyme pour passer inaperçu. Mettant cela de côté, Dryas demande à Aisho dans quel élément elle est douée, et elle dit qu'elle est pratiquement l'avatar. À la grande surprise de tout le monde, ils sortent où Dryas met Aishia en duel avec Ryo pour tester ses capacités. Alors que la bataille commence, Aishia se déplace à une vitesse fulgurante, mais Ryo fait correspondre son énergie tout en remarquant qu'elle a copié ses techniques. Après avoir échangé des points et des coups de pied, Ryo tente d'attaquer avec des éléments, mais Aishia est tout aussi forte que lui, sinon plus. Lorsque les choses deviennent un peu trop intenses, Dryas leur demande rapidement d'arrêter le match sous peine de tout chambouler. Dryas pense qu'Aishia est beaucoup plus forte que cela, mais elle n'a pas encore complètement évolué. Alors elle décide de partager ses connaissances avec Aishia. Cela signifie également que Dryas a accepté Aishia dans le village. Alors Seldora décide d'organiser une fête pour l'accueillir. Au fil des jours, Aishia se familiarise avec tout le monde et bientôt, Dominique termine de construire la maison portable de Ryo avec un bain. La maison étant désormais terminée, Ryo décide qu'il est temps pour lui de repartir, ce qui rend Latifa triste. Cependant, elle affiche un sourire et promet de lui préparer un bon repas. Après son départ, Sarah demande à Ryo de parler avec Latifa car il lui manque vraiment. Cette nuit-là, pendant que Ryo se détend dans le bain, Latifa arrive et demande si elle peut lui laver le dos. Ryo devient nerveux et lui dit non, mais quand elle menace de jouer avec son joystick, il accepte. Pendant qu'elle y est, elle lui dit qu'elle s'appelait Suzune au Japon. Et Ryo révèle également qu'en réalité, Haruto était son nom dans sa vie antérieure. Latifa dit qu'elle avait compris, ajoutant qu'elle prenait le même bus que lui pour aller à l'école. Cela lui fait comprendre qu'elle a également été prise dans l'accident de bus, mais elle en est contente, car elle a maintenant un bon grand frère. Ryo pense qu'il est un mauvais frère parce qu'il n'est jamais là, mais elle l'embrasse et dit qu'il lui manquera beaucoup. Le lendemain, Ursula donne à Ryo un cristal de téléportation, qui lui permettra de venir dans ce village quand il le souhaite, mais Dominique ajoute que cela ne fonctionne que dans un seul sens. Seldora lui donne ensuite une épingle qui lui permettra de changer la couleur de ses cheveux, ajoutant que cela l'aidera à se fondre dans la masse lorsqu'il sera à Stroll. Après cela, Ryo dit au revoir à Latifa et aux autres et s'en va aux côtés d'Aisha. En chemin, il parle de Celia à Aisha, mais elle sait déjà tout. Ryo dit qu'il ne lui a pas écrit après la première lettre, alors il veut la voir avant de se remettre sur les rails. Peu de temps après, Ryo et Aishia arrivent à Stroll et remarquant qu'il y a plus de monde que d'habitude, Ryo utilise l'épingle pour devenir blonde. Il se dirige ensuite vers une boulangerie où il apprend qu'il y a un défilé de mariage de nobles demain, c'est pourquoi l'endroit est bondé. Ensuite, il dit à Aishia qu'il va à l'académie et elle décide de l'accompagner. La nuit, Ryo utilise la magie pour se faufiler dans le sous-sol et alors qu'il se tient devant le bureau de Celia, il se souvient de la dernière fois qu'il l'a vue. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte, il est choqué de constater que son bureau a été vidé. Confus, il se dirige vers la pièce voisine où Aishia utilise un sort pour hypnotiser le professeur. Ryo lui pose alors des questions sur Celia et l'homme lui dit qu'elle est au palais royal. Ryo demande ce qu'elle fait là, seulement pour apprendre qu'elle est sur le point d'épouser Charles, l'homme même qui a torturé Ryo. L'homme révèle en outre que le royaume de Beltrum a subi une défaite écrasante face à l'Empire Proxia et qu'ils ont à peine négocié la paix grâce à Duc Arbor. Cependant, la famille royale a été dépossédée de son pouvoir et lorsque la faction du duc huguenot a été amenée à en prendre la responsabilité, elle s'est enfuie comme une petite mauviette. Cela a permis au duc Harbour de s'emparer du trône et il a décidé de former une alliance politique avec la maison de Clare en épousant son fils Charles Cecilia, qui est la fille de ladite maison. Ryo demande si la maison Claire est d'accord avec ce mariage, mais l'homme dit qu'il ne sait pas. Alors Aisha l'endort et ils sortent de la pièce. Dehors, Ryo dit qu'il veut voir Celia avant la cérémonie de mariage. Alors Aisha décide de se faufiler et de trouver un moyen pour lui d'atteindre la chambre de Celia. À cette époque, Celia dînait avec son père, Roland, et sa dégoûtante fiancée, Charles. Roland se montre inquiet pour sa fille, mais Celia affiche un visage de poker et lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Charles la soutient, disant qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour Roland car il a entendu des rumeurs selon lesquelles il serait de mèche avec le duc huguenot. Roland jure qu'il ne trahira jamais ce royaume, mais Charles dit mystérieusement que les choses ne s'annoncent pas bien pour Roland, mais qu'il peut sauver la face en servant la maison Harbour. Finalement, Roland admet qu'il a été dominé et qu'il a même servi Celia sur un plateau d'argent, mais il ne peut plus rien faire. Après le dîner, Celia retourne dans sa chambre et après avoir déploré son sort, elle ouvre son tiroir pour récupérer une lettre que Ryo lui a écrite. En le tenant contre sa poitrine, elle admet qu'elle souhaite le voir et que les sentiments qu'elle éprouve pour lui ne se sont pas estompés. Cependant, juste au moment où elle est sur le point de brûler la lettre, Ryo entre dans sa chambre et remet ses cheveux à la normale pour qu'elle puisse le reconnaître. Sans hésiter, elle court dans ses bras et les yeux larmoyants, elle lui dit qu'il lui a beaucoup manqué. Elle note qu'il est devenu assez grand et Ryo répond qu'elle est également devenue une belle femme. À cela, elle s'énerve et commence à se réjouir de combien il est devenu beau. Mais après avoir pris un moment pour le regarder,
Elle lui demande de tout lui raconter sur son parcours. Elle lui demande même de prendre le thé avec elle comme avant. Et pendant qu'elle verse du vin, il lui demande si elle va vraiment se marier. Lorsqu'elle confirme cela, Rio lui demande si elle veut vraiment épouser Charles et elle admet qu'elle y a consenti. Elle sait également que Charles a torturé Rio dans le passé, mais elle agit comme si c'était sa propre décision, pas du tout influencée par sa famille. Elle dit en outre que Charles est maintenant un homme honnête et gentil envers les femmes, mais quand Rio en doute, elle devient frustrée et lui demande s'il va l'épouser à la place. Rio est submergée par cela, mais elle dit rapidement qu'elle plaisantait et lui dit de partir car sa présence arrivera bientôt et elle a une grosse journée demain. Elle lui demande également de ne pas assister à son mariage car cela serait embarrassant. Mais quand Rio reste là, choquée, elle le presse de quitter la pièce, sinon elle se mettra à crier. Après l'avoir poussé hors de la pièce, Rio part finalement, permettant à Celia de pleurer et d'être heureuse en même temps parce qu'elle a rencontré son véritable amour avant de se marier avec un clochard. Dehors, il dit à Aïcha qu'il n'a pas obtenu grand chose de Celia et qu'il veut en savoir plus. Et elle accepte de l'aider. Le lendemain, Rhys vient féliciter Rhys, ajoutant qu'ils sont désormais alliés maintenant que leurs pays ont signé un traité de paix. Pendant que Charles se vante d'avoir reçu des topis bâclés de sa nouvelle épouse, Rhys sent un esprit fort à proximité et s'excuse dehors. Pendant ce temps, Celia est toute habillée pour le mariage et Charles vient dans sa tente pour la voir. Après avoir admiré sa beauté, Charles présente Celia à ses autres épouses, ce qui la laisse sous le choc. Après son départ, la première épouse, Tennessina, indique immédiatement clairement qu'une fois Celia mariée à Charles, elle sera la dernière en ligne et fera ce qu'on lui dit. Alors que Tennessina affirme son autorité sur Celia, la princesse Christina se présente pour la voir. Tennessina l'invite à entrer, mais Christina lui dit de déguerpir parce qu'elle veut parler avec Celia en privé. Après le départ des putes, Christina et Celia deviennent réalistes et parlent de combien leur vie a changé au cours des derniers mois. Christina pense que l'incompétence de sa famille a conduit à la chute du royaume et elle s'excuse pour le sacrifice que Celia fait pour couvrir leur incompétence. Celia lui assure qu'elle a consenti à ce mariage, mais Christina constate que son sourire a disparu. Elle se souvient à quel point Celia était heureuse lorsqu'elle était professeure à l'académie, mais maintenant elle est un oiseau en cage. Christina promet qu'elle trouvera un moyen de la libérer, et Celia prie pour que Christina prie pour qu'elle et Flora soient à nouveau réunies. Pendant ce temps, Charles rencontre Alfred, qui est désormais le commandant des forces armées, mais il apprend vite que Charles est un imbécile lorsqu'il se vante de son autorité sur tout le monde. Peu de temps après, la cérémonie de mariage commence, et alors que Celia se dirige vers l'hôtel avec Charles, les gens commencent à l'appeler la mariée d'argent. Rio est également dans la foule, et grâce aux informations d'Aïcha, il sait maintenant que Celia n'a accepté Mary que pour sauver le royaume. Lorsque Celia se rapproche, Aïcha utilise la télépathie pour communiquer avec elle et localise l'emplacement de Rio dans la foule. Dès que Celia le voit, elle fond en larmes et se met à trembler, ce qui inquiète Charles. Pour le dissimuler, elle dit au clochard qu'elle est trop heureuse de se marier avec lui, seulement pour regarder en arrière et voir que Rio a disparu. Une fois le carrosse arrêté, Celia se dit qu'elle est une poupée sans sentiment et qu'elle s'apprête à prendre la main de Charles. À ce moment-là, Rio arrive et commence à combattre les gardes. Lorsque les mages lui tirent dessus, il esquive leur sort et fait un bond de géant, sautant par-dessus tous et entrant en contact avec les gardes d'élite. Charles dit à Celia de ne pas s'inquiéter car ses gardes d'élite vont rôtir cet intrus, mais Rio leur donne des coups de pied si forts que Charles commence à ressentir de la douleur dans les siens. Après cela, Rio monte sur la voiture et assomme Charles avec un coup de poing juste avant de mettre un couteau sous la gorge de Celia. Le duc Roland et Harbour sont tous deux énervés, mais les gardes les empêchent de faire un faux mouvement. Rio utilise alors la télépathie et demande à Celia de jouer le jeu, promettant de tout expliquer plus tard. Il lui demande alors une dernière fois ce qu'elle souhaite, et Celia est choquée qu'il ait risqué sa vie juste pour entendre ses pensées. Rio répond qu'il lui doit la vie et qu'il ne peut pas la laisser gâcher sa vie comme ça. Mais Celia ne veut pas donner la priorité à ses propres sentiments, car cela causerait des problèmes aux autres. Rio dit qu'il est assez évident, d'après son expression, qu'elle n'est pas heureuse. Alors il la supplie de ne pas abandonner et de simplement dire le mot, et il veillera à ce qu'elle sorte d'ici saine et sauve. Les larmes aux yeux, elle dit à Rio de l'emmener. Alors Rio déclare à tout le monde qu'il kidnappe Celia avant de la prendre dans ses bras et de s'enfuir. Alors que les mages lui tirent dessus, il utilise les arts spirituels pour détourner les attaques, et Rhys se rend compte que ce garçon est le même qui a attiré son attention il y a plusieurs années. Pour tester ses compétences, Rhys lui envoie un sort puissant, mais Rio le dévie également et s'enfuit avec Celia. Alors que Charles voit ses chances de tomber sur Topi, Alfred déploie des chevaliers aériens pour attraper Rio. Après cela, il laisse le commandement entre les mains de Vanessa et s'en prend personnellement à Rio, pendant que Rhys profite de la situation en mode spectateur. Alors que Rio saute sur les toits, les chevaliers aériens le poursuivent et lui rendent difficile la création de distance. Ainsi, il saute dans les rues et convoque Aïcha pour qu'elle puisse emmener Celia pendant qu'il lui sert de l'heure.
Après son retour sur le toit, les troupes se rendent compte qu'il a déposé Celia, alors elles demandent des renforts pour la chercher. Ils commencent également à lui tirer dessus, mais Rio esquive habilement les attaques avant d'atterrir à nouveau et de provoquer une grande distraction en combattant les troupes au sol. Peu de temps après, Alfred lui-même se présente et le défie en duel, et Rio le reconnaît instantanément comme le plus fort du royaume. Alors qu'ils se retrouvent face à face, Rio doit être en retrait car Alfred est trop fort. Et Alfred remarque également que Rio se retient volontairement. Pensant que Rio le sous-estime, Alfred charge son épée et l'envoie au sol, provoquant une explosion si forte qu'elle détruit la route. Cependant, Alfred sait que son attaque n'a pas touché Rio. Alors, croyant qu'il a pris la fuite, Alfred demande à ses hommes de le chercher. Peu de temps après, le temps devient nuageux, tandis que Celia et Aisha s'éloignent du royaume. Celia s'inquiète pour la sécurité de Rio, mais Aisha lui assure que Rio a une armure de complot. Quelques secondes plus tard, Rio arrive et Celia se jette joyeusement dans ses bras. Rio lui assure que tout va bien maintenant et remercie même Aisha de l'avoir aidé. Depuis qu'elle est désormais libre, Celia dit que tout cela ressemble à un rêve parce qu'elle avait déjà renoncé à la vie, mais grâce à lui, elle a une nouvelle chance. Elle lui demande alors de l'emmener dans un endroit sûr pour qu'il puisse le rattraper. Mais à ce moment-là, plusieurs faisceaux de lumière frappent le sol et Asia sent que quelqu'un a besoin de son aide. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez apprécié et commentez si vous voulez la deuxième partie de cette série. Si vous souhaitez voir d'autres récapitulatifs, regardez cette vidéo à l'écran.